Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez 11h midi, c'est le débat sur l'actualité avec mes invités aujourd'hui. Arnaud Benedetti, bonjour, professeur à la Sorbonne, spécialiste de la communication politique. Vous avez publié La fin de la com aux éditions du Cerf. Danielle Simonet, bonjour, coordinatrice du Parti de gauche et vous êtes oratrice La France Insoumise. Xavier Schalbaum, ça veut dire quoi Bon alors vous allez me le dire parce que là on fait une photo dans le studio pour tout vous dire. Xavier Schalbaum, conseiller en communication, fondateur de Byzance, agence de conseil en communication. Éric Anceau, bonjour. Historien, maître de conférence à Paris 4, Debout la France. Enfin non, vous avez quitté Debout la France, c'est ce que je veux dire. Vous avez, après le ralliement de Marine Le Pen pour le second tour. C'est quoi oratrice ça veut dire oratrice, quoi ça veut dire que vous intervenez pour la France Insoumise dans des réunions publiques, voilà. D'accord, c'est pas porte-parole, c'est un terme, c'est un nouveau terme. C'est de quand fait, même. Voilà, nous on aime bien inventer des nouveaux termes, voilà, donc on porte la parole de fait. Allez, vous pouvez nous appeler, réagir au sujet dont nous allons débattre aujourd'hui, 0826 300 300. Les réformes de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, vont-elles dans le bon sens? Est-ce que vous approuvez sa décision de supprimer les portables au collège, de créer un référent laïcité, d'apprendre à compter beaucoup plus tôt? On parlera également de la députée Valérie Boyer qui s'insurge contre la suppression des croix sur les yaourts. Laurent Wauquiez qui s'organise une retraite en or. Il a travaillé 2 mois au Conseil d'État. En fait, il y a été stagiaire et du coup, ça lui donne droit à 13 ans de retraite supplémentaire. Et puis, faut-il une loi contre le parachutage électoral? On parle de tous ces sujets. On va commencer peut-être par un mot sur les Jeux Olympiques. Vous êtes content, pas content, Dominique? Daniel, pardon, je ne vais pas y arriver. Danielle Simonet. Écoutez, Madame Hidalgo parle de rêve. Oui. Bon, moi je comprends que les sportifs et que beaucoup peuvent être fiers de se dire que Paris a gagné, mais enfin Paris a gagné faute d'autres combattants. Mais le rêve peut très bien se terminer en cauchemar pour les contribuables, tout en restant un rêve qui se réalisera pour les multinationales. Parce qu'on est vraiment de plus en plus dans ces grands événements pharaoniques sur une fête des sponsors plus qu'une fête du sport. Oui, donc vous ne partagez pas la joie. Je suis opposée aux Jeux Olympiques sous leur forme actuelle parce que d'abord les budgets sont à chaque fois totalement dépassés. Explosés, ouais. Et puis surtout on se met dans des équipements qui ne correspondent pas aux besoins urgents de la population. Et imaginez une piscine olympique avec cet argent, vous pouvez faire 10 piscines pour le 93 quand vous savez que la moitié des collégiens ne savent pas nager. Où sont les priorités ? Oui, Éric Anceau. Très partagé. Alors le Patriote se réjouit. Nous les attendions depuis très longtemps. 3 fois nous les avons pas eus au début du 21e siècle. Et puis nous les avons depuis donc 1924, c'est le centenaire. Mais il y a des problèmes financiers, problèmes de sécurité. Et des problèmes de transport. Ça c'est le grand francilien qui vous parle. J'ai fait être en retard à votre émission à cause de problèmes de transport récurrents. Et là, je suis très très inquiet en 2024 pour les JO. Bon, il attend de se passer des choses quand même d'ici là. Effectivement, c'est dans 7 ans, donc. Xavier Schalbaum. Il sera toujours temps de critiquer, mais je pense qu'aujourd'hui, il est temps de savourer, même si l'essentiel, c'est de participer. Oui. L'essentiel, pour une fois, c'était quand même de les gagner, ces Jeux Olympiques. Oui, mais un peu faute de combattants. Tout le monde a décliné. À chaque fois qu'on a demandé au peuple leur avis, ils ont refusé. Faute de combattants, mais en même temps, parce que peut-être qu'on avait aussi d'autres arguments qui ont arrêté la concurrence. Oui. Donc aujourd'hui, voilà, c'est quand même une campagne mondiale de communication en faveur de la France. Ça va mobiliser pendant 7 ans tous les jeunes dans les écoles, etc. Il va y avoir de nombreuses thématiques qui vont développer autour des thèmes des valeurs de l'olympisme, etc. Et puis, sur les travaux qui sont prévus d'ici 15 ans, il va falloir accélérer et du coup, ça va peut-être aussi bénéficier aux gens qui utilisent ces fameux réseaux de transport. Voilà. Oui, qu'ils soient améliorés, effectivement. Oui, mais même sur les transports, vous voyez, la priorité, là, on commence à dire à des communes, finalement, on ne va pas faire le prolongement de la ligne 1, parce que vous comprenez, il faut d'abord prioritairement faire le grand métro qui va relier Charles de Gaulle-Étoile et les sites olympiques à coût de 30 € Arnaud le ticket. Benedetti, vous c'est un sujet qui est très compliqué, parce que sur le fond, clairement, la question de la rentabilité des Jeux, c'est une question qui est très ancienne, et on sait très bien que c'est extrêmement compliqué pour une ville
de s'en sortir. Je rappelle que Montréal, en 1976, continue à rembourser sa dette. Il est vrai aussi que la ville de Paris est quand même très endettée aussi. Donc, alors c'est vrai que ces JO ont été vendus avec un argument qui était un argument très communicant, c'est-à-dire de dire que c'est des JO qui ne vont pas coûter aux contribuables. Mais on sait très bien qu'en général, les budgets estimés ne correspondent pas à la réalité lorsque les budgets sont ensuite consommés. Donc, c'est un vrai problème. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de voir le positionnement politique d'Anne Hidalgo vis-à-vis des Jeux, parce qu'à l'origine, elle était rentrée de manière, en tout cas, extrêmement timorée pour porter ce projet. Aujourd'hui, non, elle s'était même opposée. Elle s'était même opposée. Ouais. Et aujourd'hui, elle en fait une arme politique, en tout cas une arme de communication politique. Je pense qu'elle est avec une bombe à fragmentation dans sa ville, avec ces Jeux Olympiques, parce que les polémiques vont être multiples et variées, et devraient, je veux dire, l'accompagner jusqu'à sa fin de mandat en 2020. Pour l'instant, elle savoure, en tout cas. C'est normal, ce qui est normal. Dans la presse, on peut lire qu'il y avait quelques sourires revanchards hier de l'équipe d'Anne Hidalgo. En tout cas, ça arrive bien au moment où il y a effectivement cette polémique sur la circulation dans Paris. Allez, on va parler éducation avec le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, qui fait annonce sur annonce, qui a décidé, alors il paraît qu'on le surnomme Contrôle Z, parce qu'il veut faire table rase de tout ce qui a été fait auparavant. C'est vrai qu'il y va assez fort, il annonce des choses assez importantes, encore une fois, plus de portables au collège, mathématiques, les 4 opérations addition, soustraction, multiplication et division devront être maîtrisées entre le CP et le CE1. Et puis, en ce qui concerne l'enseignement de la littérature, il veut qu'on arrête un petit peu tout ce qui était conceptuel, tout ce qui venait des IUFM et il veut qu'on redécouvre les auteurs. Et puis, la cellule laïcité, voilà, ça fait partie des grandes annonces qu'il a faites. On a un auditeur, Bruno, qui voulait réagir. Bonjour, Bruno. Bonjour, Valérie. Oui, alors qu'est-ce que vous en pensez de ces annonces ? Déjà, on peut voir qu'on a un ministre de l'Éducation nationale qui se bouge quand même, ça nous change de la précédente. Il est à fond dans l'instruction et on dirait que lui, au moins, il veut tendre vers la réussite des élèves. En ce qui concerne les téléphones portables, je suis absolument favorable à cette mesure. Un enfant qui va à l'école n'a pas besoin de son téléphone portable une fois qu'il est dans l'enceinte de l'école. Voilà. Si il y a un souci, c'est l'école qui est responsable. Donc l'enfant, quand il rentre dans l'enceinte scolaire, il va dans un casier, il pose son téléphone. S'il y a un problème, les profs ou les maîtres sont là pour ça. S'il doit téléphoner à ses parents parce qu'un cours a été annulé, il va au casier, il récupère son téléphone, mais au moins, il n'en a pas besoin et surtout, ça évitera la triche, la fraude, parce que maintenant, on sait très bien qu'un gamin à 13-14 ans, il manipule Internet mieux qu'un adulte. C'est hyper facile de cacher son téléphone, d'avoir des réponses à des problèmes. Et puis, la concentration, quand on est en classe, on est en classe. Vous avez des enfants, Bruno ? Moi, j'en ai un, oui. Ouais. Et il a un portable, il va à l'école avec son portable ? Oh là, oui. Je ne l'ai plus avec moi, il vit avec sa mère, mais je sais qu'il a un téléphone portable et il l'a eu très tôt. Ça a été d'ailleurs un sujet, de discorde dans les familles. Oui. Merci d'être intervenu, Bruno. Qu'est-ce que vous en pensez, Eric Anceau, vous qui êtes enseignant ? Cet auditeur, c'est la voix du bon sens. Toutes les mesures annoncées par Jean-Michel Blanquer depuis qu'il est arrivé me semblent frapper justement au coin du bon sens. Je croirais lire, puisque vous avez fait une allusion à ma participation à DLF jusqu'en avril dernier, le programme présidentiel de Nicolas Dupont-Aignan sur l'éducation. Les 3 points qu'a annoncé hier dans son interview Jean-Michel Blanquer vont dans le bon sens. Les portables qu'on arrête à l'entrée des établissements. Le gouvernement d'ailleurs a donné l'exemple, puisque je rappelle que désormais, suite à des fuites, les portables sont déposés par les ministres avant la salle du Conseil des ministres. Vous connaissez l'argument qui est de dire ils sont 26 et dans les classes, comment on fait pour gérer ça ? Il n'y a pas des casiers dans toutes les écoles. Il y en a énormément, franchement. Pas des casiers individuels, non ? Pas des casiers individuels, bien sûr que non. Écoutez, demandez à celle qui visiblement suit l'éducation de votre enfant, parce que moi je peux vous dire que j'ai 2 enfants dans leur collège, ils n'ont pas de casier individuel. Alors, les casiers sont partagés. Je veux dire quelque chose, c'est plus le cas particulier que la généralité. Mon épouse est prof du secondaire, je vis entouré de profs du secondaire, donc il y a une majorité d'établissements qui ont des casiers. Certes, tous n'en ont pas. On peut généraliser. Pas des casiers individuels, En général, c'est des casiers partagés à 2 ou à 3. Et c'est une, franchement, je veux dire, c'est de la démagogie et c'est que de la com, parce que les établissements scolaires la communauté scolaire n'a pas attendu des grandes
déclaration de Monsieur Blanquer pour gérer la question des portables dans les établissements scolaires. Ah, vous plaisantez. Mais vous rigolez ou quoi? Les portables sont utilisés par les élèves en classe. Mais vous rigolez ou quoi? Vous croyez que les enseignants n'ont pas demandé depuis le début que les téléphones portables ils l'ont demandé, ne soient pas dans les classes, ils l'ont demandé, mais et qu'ils gèrent cela? Ils l'ont demandé, mais est-ce que c'est appliqué? Alors, Xavier Chalboum, je sais que vous avez des enfants. Qui sont au collège? Ouais, je pense que c'est j'en ai 3 qui sont au collège, et je pense que c'est important qu'ils aient un téléphone, ne serait-ce que pour pouvoir être joints et savoir où ils sont, et voilà. Mais dans l'enceinte de l'école, je trouve que c'est une proposition qui est frappée au coin du bon sens. Alors bien sûr, il faut mettre des casiers, etc. Maintenant, si l'éducation nationale se heurte à un système de mise en place de casiers, c'est quand même assez grave si on n'y arrive pas. Et puis, je voudrais aussi quand même signaler que dans l'enceinte scolaire, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de harcèlement, je sais de quoi je parle. Et il y a beaucoup de groupes qui se créent, que ce soit sur Snapchat, WhatsApp, etc. Pas. Ça, c'est pas l'interdiction du téléphone dans l'enceinte scolaire qui l'empêche, hélas. Sauf que tout ce qui est harcèlement, etc., c'est toujours en groupe. Ça se passe toujours en groupe. Ça se passe dans les cours de récréation. Et il n'est pas, en plus de ça, interdit de proposer aux enfants de se parler directement plutôt que de s'envoyer un SMS dans la pièce d'à côté. Alors, Arnaud Benedetti. C'est plutôt une mesure de bon sens, notamment pour une question de concentration des enfants. Je veux dire, bon, il est clair qu'on sait très bien, on est enseignant, on sait très bien que les étudiants, parfois, eux-mêmes, ont des difficultés à se concentrer pour suivre un cours parce qu'ils sont sur l'ordinateur et ils n'écoutent pas forcément, je veux dire, ce que dit le professeur. Donc, bon, ça me paraît être une mesure qui va plutôt dans le bon sens. En faire un argument de communication politique tel qu'on le fait aujourd'hui, bon, il y a aussi, on peut en discuter, il y a un petit côté quand même gadget dans ce type d'annonce. Je ne crois pas que ce soit l'essentiel des réformes que souhaite mettre en place Jean-Michel Blanquer. Mais ce qui est intéressant avec Jean-Michel Blanquer, c'est que c'est le marqueur de droite de ce gouvernement, que indéniablement, il attire par les signes qu'il donne un électorat plutôt conservateur. Et aujourd'hui, ce qui est très intéressant avec le cas Blanquer, c'est que, d'une certaine façon, il montre que Emmanuel Macron est quelqu'un qui, depuis qu'il est à l'Élysée, donne des signaux extrêmement favorables à l'électorat conservateur. C'est une réalité, et je pense que là, on parlait tout à l'heure de bombe à fragmentation pour les Jeux Olympiques avec Madame Hidalgo. Je crois qu'il y a une bombe à fragmentation pour la droite avec Emmanuel Macron, parce qu'il est en train, indéniablement, de préempter un espace politique qui pose des problèmes à la droite de gouvernement. Allez, on va marquer une pause, Daniel Simonet, et je vous aurai la parole au retour. Restez avec nous, 0826 300 300, dites-nous ce que vous en pensez. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. De retour dans le studio de Sud Radio, nous sommes ensemble en direct jusqu'à midi. Nous attendons vos réactions sur les propositions du ministre de l'Éducation nationale. Supprimer les portables à l'école, apprendre les 4 opérations dès le CP et le CE1, alors que la division normalement est enseignée en CM1. Et puis cette cellule laïcité qu'il veut mettre en place, 0826 300 300. Et on en parle avec Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, spécialiste de la communication politique, Daniel Simonet, coordinatrice du parti de gauche et oratrice La France Insoumise, Xavier Chalboum, conseiller en communication, fondateur de l'agence Byzance, et Éric Anceau, historien, maître de conférence à Paris 4. Alors Daniel Simonet, vous vouliez réagir sur les portables ou vous voulez qu'on passe sur les deux autres aspects qui sont importants. Maîtriser les opérations dès le CP. Mais une fois de plus, on a un ministre de l'Éducation qui essaye de politiser les programmes. Il y a quand même pourquoi c'est politisé que de dire qu'on va apprendre... Parce qu'il décide, lui, de ce qu'il doit y avoir dans les programmes, indépendamment du Conseil supérieur des programmes, dont c'est le travail, qui est composé de chercheurs, d'enseignants, dont il faut respecter l'indépendance, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas à redire sur la façon dont on travaille le Conseil supérieur des programmes. Et je préférais qu'on réfléchisse à réformer cette instance, mais qu'on lui donne une responsabilité, parce que j'estime que n'importe quel ministre c'est la personne qui a la compétence pour savoir quelles sont l'évolution des étapes du développement cognitif de l'enfant et à quelle étape de son développement cognitif. Il connaît un peu le sujet, Jean-Michel Blanquer, il n'est pas parachuté dans Souvenez-vous, quand les ministres antérieurs, précédents, ont décidé qu'ils avaient matière à dire ce qu'il fallait faire dans le contenu des cours d'histoire, il est important, moi je suis attachée à ce qu'il y ait une indépendance du travail des chercheurs et des enseignants là-dessus. Donc ça c'est pour la question des programmes. Et sur la question de la cellule laïcité, moi qui suis très attachée à la question de la laïcité, il y a déjà des référents laïcité dans toutes les
les rectorats. Moi, je propose au ministre qu'il fasse un cours de laïcité au ministre de l'Intérieur, puisque quand même Monsieur Collomb est allé le week-end dernier à la grande messe lyonnaise, ce qui est un piétinement de la laïcité inouï, et surtout qu'il se préoccupe de la laïcité sous tous ses angles. La laïcité, c'est aussi le fait que les intérêts privés sont mis à l'écart. Or, qu'a fait le ministre? Il est allé dernièrement... Là, vous bifurquez oui, mais c'est une question de laïcité. Quand vous avez un ministre qui va au congrès du MEDEF, dans lequel il y a un programme sur quel est le programme économique et social dans les établissements scolaires, parce que le MEDEF fait un lobbying là-dessus, quand dans les établissements scolaires, on incite les élèves à aller à des rencontres dans les Apple Store, encadrées par les vendeurs pendant 1h30 pour faire la promotion de ces produits, quand vous avez tout un tas de partenariats de l'éducation nationale avec Flunch, Renault, EDF, des kits pédagogiques par exemple, des confitures Bonne Maman, où on donne des échantillons aux enfants dès la maternelle, sous prétexte d'éducation au goût, on piétine la laïcité. Il faut la voir sous tous ces aspects-là. Mais la laïcité, c'est pas... Et si, la laïcité, bien sûr, c'est aussi, c'est à la fois... On va repartir sur les additions. C'est à la fois la séparation de l'Église et de l'État, et c'est aussi le fait que dans l'éducation nationale, eh bien, les intérêts privés sont à l'extérieur. C'est pas de la laïcité, bien ça. Sûr que si. Mais non, c'est pas de bien sûr que si, c'est aussi de la laïcité. Alors, on va revenir déjà sur l'enseignement, vous me perturbez, des 4 opérations en CP, dès le CP. C'est une bonne chose, Éric Anceau? Ce retour aux fondamentaux est capital, je dirais. Il faut voir comment on baisse dans tous les classements internationaux. Moi, je suis pas un fanat de PISA, mais enfin, quand même, on baisse énormément dans ces classements internationaux, et c'est la voie du bon sens. On regarde ce qui se passe par exemple pour les mathématiques à Singapour, et je crois que notre ministre s'inspire beaucoup de ce qui se fait à Singapour pour les mathématiques, je précise. Donc c'est une très bonne chose. Je reviens sur l'autre aspect qu'a évoqué Daniel Simonet. Alors bien sûr, moi je suis contre l'entrée de la marchandisation dans les écoles. Bien sûr, ça c'est inadmissible dans l'école de la République. En revanche, faut pas tout mélanger. La question de la laïcité est un vrai problème aujourd'hui. Nous, on crée à la Sorbonne très prochainement un diplôme universitaire sur cette question-là. Il y a une vraie attente de nos collègues du secondaire qui sont totalement perdus. Alors, bien sûr, il y a des référents laïcité, mais ça ne suffit pas. Et je trouve que l'initiative forte du ministre de créer une cellule de vrais professionnels, de juristes au ministère, qui puissent répondre en temps réel, je dirais, à nos collègues du secondaire, est une très très bonne initiative et un signal fort. Arnaud Benedetti. Oui, sur le retour aux fondamentaux, je suis complètement d'accord. En effet, je veux dire qu'on demande aux enfants de savoir compter, d'écrire correctement, sans faute d'orthographe, de respecter la grammaire, et qu'on leur fasse étudier quelques classiques qui sont aujourd'hui oubliés, ça me paraît aller dans le bon sens. Et moi, je suis pas choqué qu'un ministre de l'Éducation nationale donne des impulsions sur le plan programmatique. Ça me paraît relever de ses missions. Et de ce point de vue-là, c'est pas scandaleux. Je crois qu'en effet, il y a un vrai problème, c'est qu'on voit quand même que globalement les fondamentaux, je veux dire, l'acquisition des fondamentaux est de plus en plus difficile, qu'il y a un échec. Donc, ce rappel, qui me semble être un rappel de bon sens, n'est pas choquant de la part du ministre de l'Éducation nationale. Il est dans son rôle. Sur la question de laïcité, je suis un peu plus gêné parce que je suis pas sûr qu'une cellule laïcité, je veux dire, règle ce type de problème. On a tendance en France à créer un certain nombre de structures pour ensuite, d'ailleurs, laisser souvent dépérir ces structures et ne pas régler les problèmes. Je suis pas convaincu, en tout cas, que ça soit l'outil absolument indispensable, même si le sujet est essentiel aujourd'hui, parce que on s'y heurte tous, à la fois à l'université également, mais aussi dans le secondaire. Mais quand vous y heurtez, justement, qu'est-ce que vous avez comme réponse? Qu'est-ce que vous avez comment vous faites quand vous êtes face à un problème? Question de laïcité, vous avez des référents, vous vous débrouillez tout seul? Comment font les enseignants? Il n'y a pas de référent, nous sommes totalement même dans le supérieur, écoutez, même les spécialistes. Il y a les référents du rectorat. Mais non, mais à Paris, à Paris 4, ce sont les 2 grandes universités de la Sorbonne. Vous questionnez 20 enseignants, aucun n'est d'accord. Donc il s'agit d'apporter un cadre général quand même pour qu'on puisse s'y retrouver avec la loi. Les lois sont méconnues. Si je pose une question autour de la table du contenu de la loi du 9 décembre 1905 sur la loi de séparation des églises et de l'État, on risque d'avoir des surprises. Donc il faut donner un cadre à tout le monde qu'on applique, on est dans la loi. Oui. Et ça manque aujourd'hui. Xavier Chalbaum, on vous a pas entendu? Donc déjà sur l'apprentissage des fondamentaux, c'est du bon sens. Il n'est pas interdit de faire progresser les enfants. Certes, la division, c'est plus compliqué que l'addition en CE1. Après, on n'est pas obligé de faire non plus des divisions ultra compliquées. On peut expliquer. Non, mais c'est maîtriser les 4 opérations. Voilà, c'est ce qu'il veut. Donc, je pense pas que ça se soit un positionnement politique. Certes, on parle de retour aux fondamentaux, de programmes très conservateurs, etc., etc. Mais c'est aussi une attente qui est quand même assez partagée dans tout le pays. Il y a un moment où il y a eu d'autres ministres qui étaient pas moins dogmatiques.
qui ont lancé des expérimentations Théodule, des organisations de calendrier scolaire à la Mort-Moelneux, qui ont déséquilibré l'organisation des familles. Enfin bon, c'était très compliqué. Et aujourd'hui, voilà, il y a un ministre qui est quand même, honnêtement, on peut le contester, mais qui est reconnu comme un très grand professionnel, qui sait de quoi il parle depuis très longtemps, et qui n'est en tout cas pas moins incompétent que sa prédécesseur. Alors moi, je voudrais quand même revenir sur ce grand professionnel, parce qu'il a quand même laissé des traces, quand il était responsable sous la présidence de Nicolas Sarkozy. C'est quand même celui qui a notamment supprimé la formation des enseignants. Donc franchement, je pense que son héritage est plutôt catastrophique. Mais heureusement, sur cette mesure-là, moi qui fais rarement des fleurs au gouvernement précédent, heureusement que ça a été restauré. Mais surtout, la formation des enseignants. Mais moi, je vais vous donner un autre exemple sur les programmes. Non, mais sur les programmes, alors, une aberration au collège. On est obligé de s'interrompre, c'est la pub, mais vous allez nous parler de cette aberration. De l'aberration des programmes au collège. De l'aberration, c'est le prochain sujet. Allez, réagissez 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Et de retour dans le studio de Sud Radio avec Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, spécialiste de la communication politique. Je rappelle votre livre La fin de la com aux éditions du Cerf. Danielle Simonet, coordinatrice du Parti de gauche et oratrice de la France Insoumise. Xavier Schalbaum, conseiller en communication, fondateur de Byzance. Éric Anceau, historien, maître de conférence à Paris 4. Alors, Danielle Simonet, vous nous avez promis de nous faire un exposé sur les programmes scolaires. Non, mais il y a quand même des grandes aberrations. Je veux dire, sur la question, par exemple, de la réforme du collège. Sachez que, par exemple, on a décrété des cycles et vous avez la 5e, 4e, 3e qui est dans le même cycle. Et donc, dans les établissements scolaires, par exemple, tous les professeurs de mathématiques doivent se mettre d'accord sur la façon dont ils vont étaler le programme des maths sur ces 3 années, puisque c'est un même cycle. Or, il y a 20% de collégiens qui déménagent. Et donc, quand vous allez d'un établissement à un autre, l'égalité républicaine n'existe plus et votre programme. Donc, il y a vraiment... On est d'accord, mais ça, c'est sous François Hollande. On ne peut pas l'imputer à Jean-Michel Blanquer. Mais là-dessus, il ne revient sur rien. Bon, on est d'accord. Et franchement, je trouve, du coup, qu'on est quand même vachement sur de la com. Le problème dans les établissements scolaires, c'est vraiment à la fois de renforcer les moyens en termes d'effectifs, en termes d'accompagnement, de formation. Et je vous assure que la problématique du respect de la laïcité par rapport aux intérêts privés, c'est un vrai sujet. Oui, parce qu'en ce moment, c'est pas la même chose. C'est un vrai sujet de la laïcité, parce que les intérêts privés qui s'immiscent c'est pas de la et qui laïcité. imposent... La laïcité, c'est la religion. En quoi l'entreprise... C'est pas simplement en quoi vous faites rentrer l'entreprise dans la religion. Et c'est pas simplement... Eh bien, c'est ça où vous vous trompez. La laïcité, c'est pas simplement la religion. D'accord ? C'est faire en sorte que l'intérêt général prime sur les intérêts particuliers, que l'école de la République forme l'esprit critique du futur citoyen. Et à ce moment-là, je suis désolée, le matraquage consumériste qui s'immisce dans des kits pédagogiques. Oui, mais vous d'accord, mais si on parle de laïcité, c'est d'abord parce qu'il y a eu un problème de religion qui date des filles voilées de Nantua, etc. Enfin, mais parlons de la laïcité. Il y a effectivement ce problème. Moi, je vous dis, d'accord, mais vous, la laïcité vous pose pas de problème. De la problématique de la laïcité vis-à-vis des religions, moi je suis profondément laïque et profondément attaché au fait qu'il n'y ait pas de signes religieux ostensibles à l'école, et c'est extrêmement important de faire respecter cela. Mais quand vous avez un ministre qui bafoue la loi de 1905, le premier ministre, de l'Intérieur... Oui, mais Anne Hidalgo aussi, quand elle rompt le jeûne... Exactement, je le dénonce d'ailleurs. D'ailleurs, je le dénonce. Moi, je m'oppose au crèche confessionnel Lubavitch, à l'Institut d'écriture de l'Islam. C'est pas la conception de la loi de 1905. Je rappelle que quand même la Grande Mosquée de Paris a été construite au lendemain de la Première Guerre mondiale sur des deniers publics. Donc attention, là on a une vision de la laïcité quand même ultra. Alors par ailleurs, je veux bien que vous mettiez les questions consuméristes dans la laïcité, mais c'est à considérer, mais je le comprends d'une certaine façon, que le capitalisme est une forme de religion. Bien sûr, il y a une église, il y a une église de la très sainte consommation. Ça ne vous choque pas quand même que vos élèves apprennent des cours par le biais de supports pédagogiques de marque? Oui, mais on peut parler. C'est soutenu par le ministère. C'est un autre sujet. Xavier Schalbaum. Tout à l'heure, il y a eu un mot qui a été dit sur le lobbying du MEDEF et puis la marchandisation dans les Apple Store, etc.
sur le MEDEF, bien sûr qu'il faut être vigilant sur le lobbying qu'ils peuvent faire, etc. Après, il n'est pas non plus interdit de promouvoir la création d'entreprises en France. Aujourd'hui, on admire les Facebook, les fameux GAFA, etc. Google, Apple, Facebook, Amazon, etc. qui ont bien des qualités et d'autres défauts. Mais si on veut aussi créer des champions français, il faut quand même insuffler l'esprit d'entreprise en France, et ça n'est pas un gros mot. La deuxième chose sur la marchandisation, bien sûr que cette fameuse marque qui a lancé son nouveau téléphone hier, vous allez aussi dans ces magasins-là, ils apprennent aux jeunes à coder. Bien sûr que c'est pour développer les applis de la marque, mais il y a des jeunes qui n'aiment pas l'école et qui vont dans ces magasins et qui adorent apprendre à coder. J'ai mon fils qui fait ça. C'est gratuit. C'est voilà. Encore une fois, je suis très gêné parce que je suis pas là pour faire la pub d'une marque. Est-ce que c'est à l'éducation nationale de finalement d'abandonner un certain nombre de ces missions? Je dis pas que c'est à l'éducation nationale de promouvoir cela. Je dis que c'est pas parce qu'il y a des gens qui font des choses bien que du coup il faut les critiquer et pas essayer de faire quelque chose de mieux. C'est pas que Apple Store fasse cela. C'est que l'éducation nationale sur le temps scolaire amène des élèves dans les Apple Store. Et là, on dévie vraiment du sujet de la laïcité. Est-ce qu'il y a un problème de laïcité à l'école? Je crois que le problème, c'est l'indépendance. C'est l'indépendance du lieu scolaire. C'est pas une question de laïcité. La question de laïcité, en effet, c'est à un moment donné sanctuariser l'éducation nationale par rapport à des problèmes qui sont des problèmes religieux. Essentiellement, elle a été bâtie comme ça, la loi de 1905, la loi de séparation de l'Église et de l'État. Donc, je crois que c'est important de rappeler, mais quand même, soyons pas dupes. Je veux dire, les influences au sein de l'école, elles ont toujours existé. Il y a des influences politiques au sein de l'école. Il y a des syndicats, je veux dire, qui parfois, il suffit de relire les programmes, lisez les programmes d'histoire. Vous voyez bien que sur les programmes d'histoire et les manuels scolaires d'histoire, ils sont influencés par des idéologies. Il faut pas se tromper. La façon dont on raconte l'histoire de France est quand même quelque part relève aussi d'un discours politique. Donc, on ne va pas totalement désanctuariser l'école. Je crois que c'est un mythe. Il faut en effet, par contre, prendre les mesures qui s'imposent pour éviter les influences. Mais je ne suis pas sûr qu'on puisse confondre, en effet, la question des intérêts consuméristes et de la laïcité. Ça me paraît deux choses différentes, même si je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. De personnes et d'intellectuels, justement, réinterrogent ce concept de la laïcité et l'englobent sur la question, justement. Mais la question de la laïcité en tant que telle pose quand même question. Donc, est-ce que c'est une bonne chose que cette cellule? On va voir, il y a un auditeur qui nous dit attendons de voir ce qu'elle va faire et qui va être dedans. Est-ce que ça va servir à quelque chose? Est-ce que c'est une usine à gaz? Tout à fait. Moi, je crois qu'on peut mettre tout le monde d'accord en ce sens qu'il y a les déclarations de principe pour l'instant de Jean-Michel Blanquer. Je crois qu'il y a une majorité de Français et d'observateurs qui sont favorables. Mais attendons les actes. Et moi, il y a quelque chose, et je rejoindrai peut-être Daniel Simonet sur ce point qui m'inquiète beaucoup, dans le programme de Jean-Michel Blanquer, c'est l'autonomie des établissements secondaires. Donc là, ça peut être la porte ouverte, effectivement, à une dérive. Donc soyons ici très vigilants. On a Yannick en ligne avec nous. Bonjour Yannick. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire? Moi, je voulais réagir par rapport à la cellule de laïcité. Effectivement, il faudra attendre voir ce qu'elle propose réellement. Mais je pense qu'il était urgent d'en créer une. Parce qu'en fait, pendant des années, les hommes politiques ont fait du clientélisme communautaire. Et que maintenant, on se retrouve avec des aberrations dans les écoles où justement, on devrait ne pas avoir du tout de problème de religion dans les écoles. Les enfants sont là pour apprendre. Et on se retrouve avec des communautés, des extrêmes de certaines communautés qui font exprès de provoquer dans les écoles, qui font exprès, par exemple, avec quelqu'un avec le foulard ou avec des signes de religion importants. Et derrière, en fait, on a les politiques qui appuient dans le mauvais sens. Au lieu d'être ferme et de dire non, c'est une école, il ne doit pas y avoir de signe de religion, point, et c'est tout, on appuie dans le mauvais sens et on donne un mauvais signal et on facilite après du coup les problèmes et les extrêmes. Oui. Daniel Simonet. En fait, ce qu'il faudrait, c'est donner les cas concrets, parce que on peut aussi avoir beaucoup de fantasmes là-dessus. Bien sûr, il y a des intégrismes religieux qui essayent de travailler et de promouvoir dans un acte militant un port du foulard de provocation. Mais à ma connaissance, dans les établissements scolaires, voilà, les équipes enseignantes font respecter la loi en vigueur et c'est très compliqué. Vous avez vu le livre dans ce cadre. de cette école de Marseille.
le proviseur qui raconte les difficultés qu'il a à faire respecter la laïcité. Je vais vous donner un cas très concret d'un intendant d'un établissement secondaire, en l'occurrence un collège de région parisienne, qui derrière lui a une femme voilée sur un tableau et qui par ailleurs demande aux élèves de respecter le ramadan pour les jeunes musulmans en allant de l'un à l'autre au moment du temps de cantine. Eh bien, les collègues du secondaire se sont tournés vers moi, c'était lorsque j'occupais encore des fonctions politiques, et m'ont dit, mais que faire? Parce qu'il y a une barrière de la hiérarchie. Donc, vous voyez, là, on a un cas très concret de quelque chose qui se passe dans un établissement qui est ultra choquant quand on est attaché à la laïcité. Là, il y a un manquement, aux obligations de ce fonctionnaire, mais complet. Donc, à ce moment-là, il y a les démarches à faire vis-à-vis de la hiérarchie. Excusez-moi, mais pour l'instant, rien n'a été fait. On est 6 mois plus tard. Mais est-ce qu'ils ont fait les démarches? Parce que c'est totalement inacceptable. Mais faisons attention d'un exemple, de ne pas tirer des généralités. Voilà. Moi, j'ai une haute opinion, de l'éducation nationale, de ces hussards de la République et de leur attachement à la laïcité et à la capacité qu'ils ont à la faire respecter. Sauf que la réalité est parfois beaucoup plus compliquée. Quand on est confronté, les enseignants sont confrontés parfois à des situations qui sont très très difficiles à régler. Oui, enfin, je veux dire, globalement, je vous assure que globalement dans le pays, dans les établissements scolaires, la laïcité, elle est totalement respectée. Allez, on va changer de sujet, on reste un petit peu sur le sujet de la laïcité, on va pas y passer beaucoup de temps, mais c'est vrai que Valérie Boyer, donc députée des Bouches-du-Rhône, les Républicains, se fait moquer parce qu'elle a décidé de partir en croisade contre les emballages des yaourts à la grecque, dont la croix chrétienne des églises de l'île de Santorin aurait disparu. Donc tout le monde se moque d'elle, et vous ? Mais Carrefour, vous venez de nous dire tout à l'heure à la pause que Carrefour avait fait une réponse et que depuis 91, il n'y avait plus cette croix. Donc moi, j'aurais juste lui conseillé, surtout qu'elle ne mange pas ses yaourts si elle les a gardés depuis 91. Parce que ça va être, à mon avis, très nocif pour sa santé. On tombe dans le n'importe quoi. On tombe dans le n'importe quoi des deux côtés. Il y a un moment, il faut rester calme. Exactement. Je veux dire, c'est pas parce que une marque aurait décidé de raboter une petite croix que l'identité culturelle de la France va être menacée. Non, mais pourquoi elle le fait C'est quand même la question qu'on peut se poser. Pourquoi elle le fait? Même si elle le fait depuis 91. Et en même temps, si la marque, pour des raisons de marché, de marketing, a décidé, pour être beaucoup plus large en termes de clientèle, de raboter la croix, c'est aussi ridicule. Voilà, je trouve ça complètement naze. On n'a pas fini, parce qu'il y a une très bonne marque de yaourt qui vient de Savoie, qui est une grande croix de Savoie. Quand on creuse un peu, historiquement, c'est une croix religieuse. Donc nous n'avons pas fini. Non, je crois que c'est une polémique totalement ridicule. J'ai l'impression que Valérie Boyer, une fois de plus, veut faire du buzz. Bon, voilà. Pas besoin d'en dire plus. Alors Lidl a dit qu'ils allaient remettre la croix quand même. Donc ça veut dire qu'il y a quand même, c'est un vrai combat. On a Frédéric. Ces gens-là. Frédéric qui est en ligne avec nous. Frédéric, bonjour. Qu'est-ce que vous en pensez? Valérie, et bonjour vous invités. Voilà, une fois de plus, oui, bien sûr, ça pourrait paraître anecdotique comme ça, mais je pense quand même que franchement, le mal est profond. Il y a vraiment, pourquoi supprimer? On a vraiment un sentiment, ce n'est plus de la tolérance, c'est vraiment de la soumission, de peur peut-être pour des. Alors, ça devient assez pénible à l'heure actuelle maintenant. Tout ce qui est chrétien ou machin doit disparaître. Alors, bien sûr, c'est des yaourts, mais c'est dans beaucoup de choses aussi. Il y a vraiment un phénomène de l'acheter, parce qu'on a peur pour tout ça. Alors on supprime les croix. Bon, supprimons les croix des églises aussi parce que ça devient sous prétexte de laïcité. On en arrive. Moi, je pense que le problème est profond, et bien plus profond. L'anecdote est une chose, mais le problème est profond. Ce problème de soumission qu'on a, qui n'est pas un problème de tolérance, mais de soumission. Alors ça devient quand même assez vraiment gênant pour tout le monde. On n'a plus le droit à une identité. Faut sous prétexte que ça devient pénible. Bon, non mais ça n'a rien à voir avec la laïcité. Je veux dire, Carrefour fait ce qu'il veut sur ses produits. Les questions religieuses n'ont pas forcément un rapport à la laïcité, parce que la laïcité, c'est la question des institutions de la République. Je veux dire, Carrefour n'a rien à voir avec les institutions de la République. C'est pas ce que disait monsieur. Mais ce qui est intéressant avec le marketing, ça reflète l'esprit d'une époque. Et ça reflète aussi les conflits et les contradictions d'une époque et les problèmes que se pose une société. Donc c'est pas tout à fait neutre, j'imagine, si Lidl, en 1990, a supprimé cette croix. Donc c'est vrai que quand même, quelque part, c'est pas un sujet qu'on peut traiter de manière périphérique en disant c'est totalement anecdotique. Non, ce n'est pas anecdotique. C'est une stratégie de marketing qui, d'une certaine façon,
parle de notre société et parle de notre époque. Donc je crois qu'il ne faut pas totalement considérer que c'est un non-sujet, c'est un sujet. Et je crois que les marques, elles aussi, ont des intérêts. Il y a du clientélisme communautaire qui existe. Après tout, je veux dire, on promeut des produits halal et dans le même temps, on supprime la croix sur les images. Donc ça veut dire quelque chose, je pense. C'est pas totalement innocent. D'ailleurs, à une époque, je change un tout petit peu de sujet, je reviens sur le plan politique, mais il y avait une affiche d'un président qui s'appelait François Mitterrand qui avait un clocher derrière lui. Aujourd'hui, ce serait totalement inimaginable qu'un candidat à l'élection présidentielle se mette avec un clocher dans le dos. La force tranquille, oui, il avait le clocher, absolument. Allez, on marque une pause et on se retrouve dans quelques instants. On va parler de la très belle retraite de Laurent Wauquiez, même s'il n'en a pas encore l'âge. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble sur Sud Radio jusqu'à midi en direct. On commente l'actualité avec Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, spécialiste de la communication politique. Danielle Simonet, coordinatrice du Parti de gauche, oratrice pour la France Insoumise. Xavier Chalbaume, conseiller en communication, fondateur de l'agence Byzance. Et Éric Anceau, historien, maître de conférence à Paris 4. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Il se passe des choses. Vous trouvez ça joli, oratrice. Oui, très joli. Oui, c'est joli. Ça m'a interpellée. Voilà. Ça parlerait à Monsieur Blanquer, je pense. Vous avez un point d'accord avec lui. Écoutez, c'était pas notre intention, mais remarquez, on préférait qu'il nous écoute vraiment et comme ça il répondrait à notre programme. Je pense que l'école s'en sortirait bien mieux. Lyon Capitale donc révèle que le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc Laurent Wauquiez, a été placé en détachement de son poste de maître de conférence au Conseil d'État. Donc maître des requêtes. Oui, maître des requêtes. Donc ça date d'il y a 13 ans. Il a travaillé pendant 2 mois, ce qui lui et donc il continue à cotiser pour sa retraite, ce qui fait qu'en ayant travaillé 2 mois et en étant en détachement, eh bien, il a gagné 13 ans de retraite. Est-ce que ça vous paraît normal, moral, c'est légal en tout cas, mais parce que le cas s'était posé, je crois, pour François Hollande aussi. Xavier Chalbaume. Alors, est-ce que c'est moral ? Non. Tout ça, d'abord, maître des requêtes, il faut expliquer au Conseil d'État, il y a 3 niveaux. Il y a maître des requêtes, auditeur, je crois, et conseiller d'État. Donc voilà, ça c'est le premier stade. Donc avec cette retraite dorée, c'est magnifique pour lui, bravo. Mais c'est une situation qui, même si elle est légale, je pense, surtout dans le contexte d'élection à la présidence des Républicains, n'est pas tenable pour Laurent Wauquiez. Donc je pense que sans être grand clair, on peut imaginer qu'il va être soumis à de fortes pressions pour y renoncer. La pratique est interdite pour les ministres et les parlementaires depuis la loi Cahuzac, mais elle reste légale pour les autres fonctions, comme celle donc de président de conseil régional. Après, on peut se poser la question sur, même si c'est légal, qui a quand même pondu ce genre de texte qui autorise ça, quoi. Ah bah, à votre avis, Emmanuel Macron, on signale quand même, lui, il avait fait le choix de quitter la fonction publique quand il a annoncé. Bruno Le Maire, encore un sujet sur lequel la grande volonté de ce gouvernement de moraliser la vie publique, eh bien, ne répond pas. C'est vrai que c'est complètement scandaleux. Il n'y a pas de raison qu'un président de région n'ait pas les mêmes obligations qu'un parlementaire. Après, pour monsieur Wauquiez, lui qui ne cesse de mépriser, de dénoncer soi-disant l'assistanat social, j'espère bien qu'il va y renoncer. Maintenant, il a quand même des casseroles encore plus lourdes qu'il traîne avec lui. En ce moment, il y a une enquête préliminaire pour soupçon de prise illégale d'intérêt de son conseiller spécial à la région, Gilles Chabert, qui est proche des milieux du ski, pour 30 millions d'euros de camions à neige. On va pas faire le procès de Laurent Wauquiez. On va pas faire le complètement. Il faut quand même rappeler qu'une mise en examen ne vaut pas culpabilité. C'est bien, mais moi, je salue le travail de Corinne Morel-Darleux. Je salue le travail de Corinne Morel-Darleux, conseillère régionale, justement région Rhône-Alpes, sur ces problématiques-là, parce que c'est des problématiques on fait pas le procès de Laurent Wauquiez et écologique extrêmement lourdes. Déjà, il est présumé innocent pour l'instant, il n'a pas été mis en examen. C'est son monsieur Montagne. Et toute sa politique est étroitement liée à cela. C'est pas lui, mais là, si, indirectement. Là, on parle plutôt de cette volonté de moraliser la vie politique, et puis il y a quand même des niches quand même un petit peu partout. Il y a des choses qui sont un peu curieuses. 3 choses. Je pense que d'abord, en effet, c'est qu'il faut que les hommes politiques comprennent qu'on a changé d'époque et que l'opinion publique est de plus en plus exigeante. Le deuxième problème pour lui, c'est qu'il a un fond de marque qui est un fond de marque sur le plan politique où il veut notamment s'attaquer à l'assistanat. Et c'est vrai que quelque part, il y a une incohérence qui apparaît et qui saute aux yeux avec cette mesure qui relève quand même du privilège. Troisième point, je pense que sur le plan politique, dans la
bataille pour la présidence des Républicains, ça ne va pas lui coûter une seule voix. Le sillon est tracé de ce point de vue-là, et que son offre politique devrait être majoritaire au soir du 13 décembre. Exactement, mais c'est après le soir de l'élection. C'est après que ça se jouera. Voilà. Vous pensez qu'il n'y aura pas de conséquences sur ce type de révélation? Sur cette élection républicaine, non évidemment, puisque ça va dépendre de des républicains, il n'y a personne face à lui. Enfin, je ne veux pas être désobligeant pour ses ce qui va être intéressant, c'est la gestion de sa communication de crise aujourd'hui. Voir comment il va réagir par rapport à ce problème. Après, une fois qu'il sera comment on réagit, Xavier Schalbaum, vous qui faites de la communication de crise, justement? On fait comme les gens que vous avez cités, on démissionne jusqu'à démissionner de la fonction publique, parce que de toute façon, on a suffisamment d'argent pour faire ce qu'il fait en ce moment, qu'il est président de la région. Je ne sais plus comment ça s'appelle, le nouveau nom, Rhône-Alpes, je sais pas, Auvergne, je crois. Auvergne-Rhône-Alpes. Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, donc on s'en sort, non pas en se mettant seulement en conformité, mais en essayant justement de rebondir sur l'exemplarité. Exactement. Voilà. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, de la part du gouvernement, pour le coup, à revoir un certain nombre de fonctionnements comme celui-là? Et il y a des choses comme ça, comme vous me disiez, monsieur, il y a des niches qui vont sortir, où on va s'apercevoir qu'il y a des privilèges qui sont indus, etc., ou en tout cas qui étaient censés être dus il y a une autre époque et qui ne passent plus du tout aujourd'hui. Donc il y a une mise en conformité plus que des niches. Plus que des niches, si je puis me permettre, quand même, qu'on n'ait pas introduit dans cette fameuse loi de moralisation le casier judiciaire vierge. Écoutez, ça me paraît quand même aberrant. Le lobbying, un casier judiciaire vierge, ça me semble essentiel. On peut être aujourd'hui parlementaire et avocat d'affaires. Non mais écoutez, on marche sur la tête. Et puis à côté de ça, on n'a pas réglementé le lobbying non plus. Bien sûr. Non mais attendez. Oui. Daniel Simonet? Oui, il faut absolument pas mépriser cette problématique de la moralité politique, de l'éthique républicaine, parce que c'est quand même la base. On ne peut pas regretter qu'il y ait une abstention forte aux élections et laisser perdurer des privilèges comme ça complètement hallucinants et surtout des logiques qui peuvent contribuer à la corruption politique dans ce pays. Donc là, c'est pas la même problématique, mais la retraite de monsieur Wauquiez est totalement choquante, et de la part de dirigeants politiques qui veulent justement s'attaquer aux retraites des salariés et qui ne cessent de dire que finalement les fonctionnaires notamment auraient des privilèges, que le régime par exemple des cheminots serait issu de négociations et de privilèges. Regardez la situation, non. C'est un vrai scandale. Oui, non, mais ce qui est vrai, c'est qu'en plus, la situation économique serait plutôt bonne, la situation sociale serait apaisée. Je crois que c'est un fait, ce type de problème serait moins ardu à gérer pour les politiques. Aujourd'hui, la difficulté, c'est que l'opinion est d'autant plus exigeante que la situation économique et sociale est compliquée. C'est la crise qui affecte. Donc la crise, la crise relève le niveau d'exigence vis-à-vis des politiques. Il faut quand même se méfier d'une chose aussi, parce que à force de vouloir laver plus blanc que blanc, je veux dire, nous allons avoir un vrai problème de recrutement et de compétences en matière politique. On le voit d'ailleurs. Vous savez que le groupe parlementaire République En Marche ne brille pas, c'est le moins qu'on puisse dire, par sa rigueur et par son professionnalisme aujourd'hui. Donc, je pense qu'il faut à un moment donné que le curseur soit mis au bon niveau parce qu'il y a aussi une réflexion à avoir sur le statut des élus. Ça c'est sûr. Oui. Ouais. C'est pour ça qu'il y a une réflexion à avoir sur le statut des élus, parce que je veux dire, moi, je suis fonctionnaire de l'éducation nationale. Alors, je suis détaché, en disponibilité. En disponibilité, et ça ne m'aide absolument pas pour ma retraite. Et non, pas du tout. Mais par contre, je sais que d'autres candidats de la France insoumise aux législatives qui étaient du secteur privé ont eu des problèmes, et certains ont été licenciés. D'accord, pour leur engagement politique. Et il y a une vraie problématique. Quand vous n'êtes pas ici des équipes de DRH, comme c'est le cas pour La République En Marche, et des grosses entreprises. Pas tous, mais une grande majeure partie. Franchement, je veux dire, la proportion d'ouvriers. Mais si, je vous assure, socialement, c'est caricatural. Ouais. C'est caricatural. La République En Marche, socialement, c'est caricatural. On va pas faire le portrait de Jean-Luc Mélenchon non plus, qui est pas nouveau non plus dans la politique. Non, pas du tout. Oui, exactement. Mais par contre, regardez la diversité du groupe La France Insoumise, la diversité sociale, justement, de nos 17 parlementaires. Oui, mais ça n'a strictement rien à voir avec La République En Marche. Strictement rien à voir. Oui.
Oui, Xavier. Non, mais ce qui est vrai, c'est qu'il ne faut pas qu'on arrive à un système de censure total où on n'a plus le droit d'exercer toutes les professions, etc. Ce qui compte, c'est vraiment... Bientôt un parlementaire, je veux dire, par exemple, un parlementaire médecin, je veux dire, ne pourra pas, si on suit cette logique, ne pourra pas intervenir sur les dossiers qui touchent à la question de la santé. Donc, on peut se poser la question, je veux dire, est-ce que les compétences des politiques doivent être complètement hors sol par rapport à ce qu'a été leur métier? Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut s'interroger parce qu'on a besoin aussi de compétences. Mais il faut couper le cordon avec les lobbies. Or, la logique à l'heure actuelle, ça n'a pas été fait. n'est absolument pas de se préoccuper de cela. Allez, j'ai un mot sur la télévision de Jean-Luc Mélenchon, puisque vous êtes oratrice pour la France Insoumise. C'est quoi cette télévision qu'il veut lancer ? Écoutez, nous, vous savez, pendant la campagne présidentielle, je pense que la capacité que nous avons eue à travailler avec développer les réseaux sociaux, développer la vidéo, nous a permis de mener la bataille culturelle pour nos idées de manière très efficace. Et donc, on a bien l'intention d'amplifier cela et justement de permettre à toutes celles et ceux qu'on ne voit pas forcément dans les antennes médiatiques de pouvoir exister. Vous savez que 90% des médias privés aujourd'hui sont dans la main d'une poignée de grands milliardaires qui tiennent par ailleurs d'autres grands groupes économiques. On estime dans notre programme qu'il faudrait vraiment appliquer le programme du Conseil national de la résistance qui souhaitait absolument l'indépendance des médias vis-à-vis des grands intérêts privés. Et on fait nos propres médias. Là, je réagis. Ce qui est très intéressant, c'est que je vois que vous avez un point commun avec La République En Marche, puisque La République En Marche souhaite développer également ses propres médias, souhaite bypasser la presse traditionnelle après en avoir largement profité, je vous le concède, durant l'élection présidentielle. La République En Marche est déjà soutenue par le parti des médias. Il y a une tendance, un peu moins aujourd'hui. Et il y a une tendance quand même générale depuis quelques mois, voire même depuis quelques années, mais en tout cas depuis quelques mois et qui s'accélère, c'est qu'en effet, la relation entre politique et médias est de plus en plus compliquée et que le politique se fait de plus en plus critique vis-à-vis du média. Jean-Luc Mélenchon parlait des médias comme la deuxième peau du système durant l'élection présidentielle. Oui, mais lisez sur l'ouvrage sur les nouveaux chiens de garde. Mais en même temps, je crois qu'il faut quand même rappeler cette réalité, c'est que le système démocratique, il se construit aussi avec un contre-pouvoir médiatique, et un contre-pouvoir médiatique fort. Le problème, et là où je vous rejoins, c'est qu'en effet, on peut se poser la question sur la pluralité aujourd'hui d'expression des opinions au niveau du bloc médiatique. Là, il y a un vrai problème, il y a des lignes éditoriales extrêmement homogènes, et en effet, ça pose un problème. Ils sont liés avec qui les finance. Xavier Schalbaum. Moi, je trouve que le vrai problème, il vient d'abord des chaînes d'information. Ça a changé totalement le paradigme de la manière d'informer, qui fait que on s'arrête au clignotant de la voiture de François Fillon, priorité au direct toute la journée parce qu'il vient de tourner dans la rue de Nicolas Sarkozy. Voilà, et ça apporte quoi? Rien. Donc, je pense qu'il y a à la fois une redite de l'information comme ça qui n'en est plus une, et il y a la volonté effectivement d'échapper à ce système qui fait que Jean-Luc Mélenchon, alors aujourd'hui on dit qu'il innove, etc. Certes, il a des, comment on appelle ça, des avatars, il aurait même été vu du côté de Marseille, il paraît. Et mais il ne fait que ce que font aujourd'hui des milliers, voire des millions de personnes, c'est utiliser leur petit smartphone et balancer la petite vidéo sur YouTube et les autres. Après, on peut appeler ça un grand écosystème médiatique, une nouvelle chaîne de télé, etc. Écoutez, on va suivre ça avec intérêt, ce nouveau concurrent. Merci à tous les quatre. On se retrouve demain à 10h pour un nouveau 10h midi sur Sud Radio.